Après un week-end passé à l'hôtel Jourdain, Bianca revient à l'institut avec l'impression étrange de pénétrer dans un lieu qu'elle connaît parfaitement, mais qui ne lui offre plus la moindre sécurité. Depuis l'épisode terrifiant du serpent, chaque couloir semble différent. Elle tente de reprendre ses habitudes, pourtant son regard surveille instinctivement les portes, les fenêtres et les silhouettes qui passent près d'elle. Ce refuge provisoire à l'hôtel lui a permis de respirer quelques heures, sans réellement apaiser la peur installée en elle. Bianca sait désormais que quelqu'un est capable de franchir toutes les limites pour l'atteindre. Le plus inquiétant reste cette certitude que son harceleur connaît ses déplacements, ses habitudes et même les endroits où elle pense pouvoir se mettre à l'abri. Ses craintes prennent rapidement une dimension plus concrète lorsqu'elle reçoit de nouvelles photos d'elle prises à son insu. Les clichés ne laissent guère de place au doute. Quelqu'un continue de l'observer et de la suivre, jusque dans l'enceinte même de l'institut. Pour Bianca, ce constat est presque plus angoissant que les précédentes attaques, car le danger semble désormais se confondre avec son quotidien. Tessier comprend immédiatement la gravité de la situation. Derrière son habituelle dureté, le directeur ne minimise pas ce qui se joue et contacte Brassac afin de l'informer que le harcèlement continue. Clotilde, elle aussi inquiète, propose à Bianca de rester à la maison. À ses yeux, mieux vaut l'éloigner temporairement de l'institut plutôt que prendre le moindre risque supplémentaire. Pour Bianca, accepter cette protection signifie pourtant reconnaître que celui qui la terrorise réussit peu à peu à réduire son espace de liberté. Elle n'a rien provoqué, mais c'est encore elle qui doit modifier ses habitudes, surveiller ses gestes et réfléchir avant de sortir. Cette injustice silencieuse nourrit autant sa peur que sa colère, même si elle tente encore de ne pas montrer à quel point cette situation l'épuise. Pendant ce temps, une autre conséquence de cette affaire se joue dans le bureau de Tessier. Gary est sorti de garde à vue et doit maintenant affronter le directeur. L'atmosphère est lourde lorsqu'il se présente devant lui. Ses remords arrivent trop tard aux yeux de Tessier, qui ne compte pas oublier aussi facilement les actes auxquels le jeune homme a participé. Gary découvre rapidement que son avenir à l'institut tient à très peu de choses. Mark estime toutefois qu'un renvoi définitif serait excessif. Anouk partage cette position, considérant que Gary a lui-même été entraîné et manipulé dans une affaire qui l'a dépassé. Surtout, Bianca a choisi de ne pas porter plainte contre lui, une décision qui pèse forcément dans la balance. Tessier n'est pourtant pas disposé à transformer cette clémence en pardon. Il adresse à Gary un avertissement sans ambiguïté. Au prochain écart, il quittera l'institut. Le directeur veut que le jeune homme comprenne que rester n'efface rien. Il lui accorde seulement une dernière possibilité de prouver qu'il est capable d'assumer les conséquences de ses choix et de changer réellement de comportement. Et puisque Gary semble avoir développé une certaine familiarité avec le vandalisme et les ordures, Tessier trouve une sanction parfaitement adaptée. Il lui impose un stage intensif, non rémunéré, auprès de l'équipe d'entretien de l'institut. La punition possède cette ironie mordante si caractéristique du directeur, mais elle répond surtout à une volonté claire, obliger Gary à réparer plutôt qu'à simplement présenter des excuses. Dans le même temps, au coffee shop, Thelma et Zoé profitent d'un moment plus léger autour d'un verre. Niels ne tarde cependant pas à venir troubler leur tranquillité. Toujours aussi entreprenant, il continue de draguer Thelma avec une assurance qui l'amuse visiblement davantage qu'elle. La jeune femme, elle, ne se laisse absolument pas impressionner et lui fait comprendre qu'elle le trouve franchement insupportable. Cette scène contraste avec la tension qui traverse l'institut, mais ailleurs, Alice ressent elle aussi un manque difficile à ignorer. Elle avoue à Stanislas et Angèle que Gaëtan lui manque. Pour compenser son absence, elle se surprend même à parler à voix haute, comme si remplir le silence pouvait rendre ce vide moins perceptible et retrouver un peu de la présence dont elle s'était habituée. Stanislas et Angèle décident alors de se prêter à une expérience originale en rejoignant Alice comme de véritables rats de laboratoire. Ils acceptent de jouer les élèves afin qu'elle puisse retrouver un cadre familier. Mais dès qu'elle reprend son rôle, Alice ne leur fait aucun cadeau. La nostalgie disparaît derrière son exigence, et sa rigueur reprend immédiatement le dessus. Bakary arrive à son tour et, voyant ce qui se prépare, propose de s'incruster dans cette étrange séance. L'ambiance prend ainsi une tonalité plus légère, loin des inquiétudes de Bianca. Pourtant, cette parenthèse ne suffit pas à effacer la menace qui plane sur l'établissement, d'autant qu'un détail capital est sur le point d'apparaître à quelques mètres de là. À ce moment-là, Lou interpelle Joséphine parce qu'il veut enfin lui parler franchement. Entre eux, certaines blessures sont encore trop récentes pour être ignorées. Joséphine ne cherche pas à éviter le sujet essentiel et lui demande depuis quand il éprouve réellement quelque chose pour Bianca. Cette question oblige Lou à regarder en face une vérité qu'il aurait sans doute préféré rendre moins douloureuse.
Joséphine comprend alors que les sentiments de Lou pour Bianca ne sont pas apparus après leur propre rupture. Ils existaient déjà avant leur remise en couple. Cette révélation donne un autre sens à tout ce qu'elle a vécu avec lui. Ce qu'elle pouvait encore considérer comme de la confusion devient soudain quelque chose de beaucoup plus cruel. Elle était revenue vers quelqu'un dont le cœur regardait déjà ailleurs. Lou ne tente pas de nier la souffrance qu'il lui a causée. Il reconnaît que Joséphine ne méritait pas ce qu'elle a vécu et assure qu'il n'avait pas voulu lui faire du mal. Mais l'absence d'intention ne change évidemment pas le résultat. Joséphine doit désormais accepter que leur histoire s'est reconstruite sur une émotion que Lou lui-même n'avait pas complètement comprise. Alors que leur conversation semble concentrer toute leur attention, Joséphine remarque soudain quelque chose d'étrange devant l'institut. Une personne installée dans une voiture rouge semble observer les lieux. Le regard qu'elle porte vers l'entrée n'a rien d'anodin. Joséphine interrompt presque intérieurement le fil de ses pensées, comme si son instinct venait de lui signaler un détail qu'elle ne devait surtout pas négliger. Elle observe davantage la scène et mémorise ce qu'elle vient de voir. Quelques secondes auparavant, Joséphine était encore enfermée dans ses propres blessures sentimentales. Désormais, son attention se déplace vers Bianca et le danger qui continue de la menacer. Sans encore mesurer toutes les conséquences de cette découverte, elle vient pourtant de repérer le premier élément capable de faire basculer toute l'affaire. Car pendant que Bianca croit toujours être traquée par une menace sans visage, Joséphine possède désormais une piste beaucoup plus concrète. Cette voiture rouge et la personne qui surveille l'institut pourraient enfin donner une identité à celui qui se cache derrière les photos, les intimidations et la peur. Et bientôt, ce simple regard jeté au bon moment conduira Bianca directement vers Igor. Plus tard, Bianca retrouve Ninon dans le jardin de l'institut. Les deux jeunes femmes jouent aux cartes, mais l'esprit de Bianca reste ailleurs. Même lorsqu'elle tente de sourire, son agitation intérieure demeure visible. Entre la peur provoquée par le harcèlement et le désordre de sa vie sentimentale, elle semble incapable de retrouver un véritable point d'équilibre. Ninon finit par l'interroger sur Lou, et Bianca accepte de mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Elle reconnaît que tout est encore extrêmement flou entre eux. Lou l'agace, la blesse parfois, et pourtant elle ne parvient pas à rester loin de lui. Cette contradiction l'épuise parce qu'elle sait qu'elle devrait probablement prendre ses distances, sans réussir à le vouloir complètement. En parlant ainsi, Bianca mesure combien ses émotions refusent de suivre une logique simple. Elle pourrait dresser la liste de tout ce qui la pousse à se protéger de Lou, mais dès qu'il s'éloigne, une autre sensation apparaît. Ce lien reste donc intact sous les disputes et la rancœur, comme une tension qu'aucun des deux ne semble encore capable de résoudre. Ninon écoute son amie sans jugement, même si une autre colère occupe également son esprit. Elle ne digère pas ce que Gary a fait à Bianca et reste profondément remontée contre lui. Pour elle, le fait qu'il ait été manipulé ne suffit pas à effacer les conséquences de ses actes. Bianca, de son côté, paraît surtout fatiguée de vivre entourée de conflits. C'est alors que Joséphine arrive dans le jardin avec une urgence inhabituelle. Elle ne tourne pas autour du sujet et annonce à Bianca qu'elle pense savoir qui s'en prend à elle. Cette phrase suffit à transformer immédiatement l'atmosphère. Les cartes perdent toute importance, et Bianca fixe Joséphine avec ce mélange d'espoir et d'angoisse propre aux révélations qu'on attend autant qu'on les redoute. Joséphine raconte ce qu'elle a observé devant l'institut. Elle a vu une personne dans une voiture rouge, immobile, concentrée sur l'entrée et sur ceux qui passaient. Ce détail a réveillé quelque chose dans sa mémoire et l'a conduite vers un nom précis, Igor. Pour Bianca, cette hypothèse donne soudain un visage possible à des semaines de menaces. Les trois jeunes femmes comprennent qu'elles ne peuvent pas garder cette information pour elles. Bianca et Ninon accompagnent Joséphine pour prévenir Tessier et Anouk. Lorsqu'ils entendent le nom d'Igor, la situation prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de chercher un inconnu, une piste concrète existe enfin, même si elle doit encore être transformée en preuve. Anouk réfléchit immédiatement à la manière d'obtenir cette preuve sans alerter Igor. Elle estime qu'une accusation directe ne suffira pas. Il faut le pousser à se dévoiler de lui-même, idéalement au moment où il se croit encore en position de force. Son idée est risquée, mais précisément construite pour exploiter l'assurance d'un homme persuadé de contrôler sa victime. Elle propose donc de contacter Igor sous un prétexte professionnel. Anouk peut lui offrir un entretien afin de travailler dans l'un de ses restaurants. La proposition semble suffisamment crédible pour l'attirer à l'hôtel Jourdain sans éveiller ses soupçons. Derrière cette fausse opportunité se dessine pourtant un piège dont Bianca deviendra volontairement le centre. Bianca comprend immédiatement ce que cela implique. Pour obtenir des aveux, elle devra probablement faire face à Igor et accepter de provoquer chez lui une réaction. Après tout ce qu'elle a subi, cette perspective n'a rien d'anodin.
Se retrouver devant celui qu'elle soupçonne d'avoir orchestré ses peurs signifie affronter directement ce qu'elle cherchait encore quelques heures plus tôt à fuir. Pourtant, elle accepte. Ce choix ne fait pas disparaître sa peur, mais il marque un déplacement essentiel. Jusqu'ici, Bianca subissait le calendrier de son harceleur. Les photos arrivaient quand il le décidait, les attaques surgissaient lorsqu'elle ne s'y attendait pas. Cette fois, elle veut participer à une situation préparée, maîtrisée et destinée à retourner son propre jeu contre lui. Pendant ce temps, Nils se rend à l'institut pour récupérer un mixeur destiné à Gaëtan. Il tombe sur Maya et Hector en cuisine. Comme souvent, il tente de masquer son absence derrière une explication improvisée, affirmant qu'il n'est pas venu parce que son chien est mort. Hector ne croit pas une seconde à cette histoire et le lui fait comprendre sans détour. La confrontation pourrait s'arrêter là, mais Nils se laisse attirer par les préparations devant lui. Il goûte, observe, puis commence à proposer quelques ajustements. Ses remarques ne sont pas vagues, elles sont précises, inspirées et suffisamment pertinentes pour attirer l'attention d'Hector. Rapidement, Nils cesse d'être simplement le garçon venu chercher un appareil et se met véritablement à participer. Il aide Maya et Hector avec une aisance presque instinctive. Ce qui frappe surtout Hector, c'est que Nils ne semble pas avoir besoin d'un cadre théorique élaboré pour ressentir ce qui peut améliorer une préparation. Il agit avec une intuition brute, encore mal organisée, mais suffisamment évidente pour qu'un professionnel expérimenté ne puisse pas l'ignorer. À l'hôtel Jourdain, le plan autour d'Igor commence parallèlement à prendre forme. Son chevaux sert de couverture à l'entretien imaginé par Anouk. Tout doit donner l'impression d'une rencontre professionnelle parfaitement banale. Pourtant, derrière cette façade, chacun sait que le moindre faux pas pourrait faire échouer l'opération et pousser Igor à repartir avant d'avoir révélé quoi que ce soit. Bianca doit surtout trouver la force de jouer son rôle jusqu'au bout. Elle sait désormais pourquoi Igor peut lui en vouloir. Lorsqu'elle le rencontrera, elle pourra revenir sur ce qui s'est passé avec Jasmine, sur le sabotage d'un plat et sur le caractère manipulateur qu'elle lui attribue. L'objectif est clair, provoquer une réaction suffisamment forte pour briser sa prudence. Cette stratégie repose sur un équilibre dangereux. Igor ne doit pas comprendre qu'il est observé, mais il faut en même temps qu'il se sente suffisamment attaqué pour laisser parler sa colère. Bianca devient donc le point sensible du piège, celle dont quelques phrases pourront faire surgir ce qu'aucune enquête n'a encore réussi à obtenir clairement. Dans le même temps, Joséphine reste à l'origine du basculement. Quelques heures plus tôt, elle parlait encore avec Lou de sa propre souffrance. En remarquant cette voiture rouge, elle a pourtant mis ses blessures personnelles de côté pour agir. Sans cette attention, Igor aurait peut-être continué à évoluer dans l'ombre, avec toujours un temps d'avance sur Bianca. La situation est désormais différente. Pour la première fois depuis le début du harcèlement, Bianca et ceux qui l'entourent disposent d'un nom, d'un lieu et d'un plan. Rien n'est encore gagné, mais la peur n'est plus totalement informe. Igor ignore encore que le piège se referme progressivement autour de lui et que Bianca s'apprête à lui faire dire exactement ce qu'il voulait garder secret. À l'hôtel Jourdain, tout est désormais prêt. Le faux entretien imaginé par Anouk doit donner à Igor l'impression qu'une nouvelle possibilité professionnelle s'offre à lui. Sur le papier, rien ne semble suspect. Son chevaux est là, le cadre est crédible, et Anouk adopte la distance nécessaire pour ne pas éveiller ses soupçons. Pourtant, derrière cette mise en scène, chacun attend le moment où il laissera enfin tomber le masque. Bianca, elle, sait que sa présence constitue la partie la plus dangereuse du dispositif. Elle porte un micro destiné à enregistrer la conversation, mais cette protection technique ne suffit pas à calmer ce qui se joue en elle. Devant Igor, elle devra rester lucide, contrôler sa peur et surtout éviter de lui montrer que chaque parole prononcée peut désormais devenir une preuve contre lui. Lorsque Bianca entre, l'atmosphère change immédiatement. Igor comprend qu'elle ne se trouve pas là par hasard. La tension entre eux est ancienne, nourrie par des rancœurs que Bianca connaît désormais suffisamment pour les utiliser. Elle ne cherche pas à l'apaiser. Au contraire, elle revient sur ce qu'elle sait de lui et sur les raisons pour lesquelles elle considère son comportement comme profondément manipulateur. Elle lui rappelle notamment qu'il avait décidé de saboter le plat de Jasmine. Ce geste n'était pas, à ses yeux, une simple réaction impulsive, mais la manifestation d'une volonté de nuire dès lors que les choses n'allaient plus dans son sens. Bianca sait qu'en formulant les choses ainsi, elle touche précisément l'endroit où Igor supporte le moins d'être mis face à ses responsabilités. Igor se raidit aussitôt. La façade professionnelle qu'il aurait pu maintenir devant Anouk commence à se fissurer. Il ne voit plus devant lui une candidate à un échange banal, mais celle qu'il considère comme responsable de ses difficultés. Sa colère refait surface, et avec elle une logique inquiétante dans laquelle Bianca devient coupable de tout ce qui lui arrive.
Il lui lance alors qu'elle va payer pour ce qu'elle vient de faire. Dans sa bouche, la phrase n'a rien d'une simple menace lancée sous le coup de l'émotion. Elle prolonge tout ce que Bianca subit depuis des jours. Le ton, l'assurance et l'absence de retenue d'Igor confirment qu'il se sent encore suffisamment puissant pour l'intimider directement. Puis il laisse éclater le véritable cœur de sa rancœur. C'est la deuxième fois que tu me balances. À cause de toi, je n'ai aucun boulot. Pour Igor, tout semble se réduire à cette accusation. Il ne se demande pas pourquoi Bianca l'a dénoncé ni ce qui l'a conduit à perdre ses opportunités. Il préfère transformer celle qui l'a confronté en ennemi responsable de sa chute. Bianca reçoit ces paroles sans reculer. À l'intérieur, pourtant, chaque seconde devient plus difficile. Elle doit se rappeler pourquoi elle est là, pourquoi elle a accepté de participer à ce piège. Le micro est caché, Brassac peut entendre ce qui se passe, mais elle reste malgré tout seule face au regard d'un homme qui lui a déjà prouvé qu'il était capable d'aller très loin. C'est alors qu'Igor commet l'erreur attendue. Emporté par son ressentiment, il évoque lui-même le serpent. Il demande à Bianca si elle a apprécié cette macabre surprise, comme si le souvenir de la terreur qu'il lui a infligée pouvait lui procurer une forme de satisfaction. Cette phrase suffit à faire tomber une première barrière entre les soupçons et les faits. Pour Bianca, l'aveu est glaçant, même si elle l'attendait. Entendre Igor parler ainsi de ce moment lui fait revivre brutalement ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle s'était retrouvée confrontée au reptile. La peur qu'elle avait tenté de contenir revient par vagues, mais elle ne peut pas se permettre de s'y abandonner. Elle doit continuer à le pousser. Igor ne s'arrête pas là. Dans le même mouvement, il reconnaît également son implication dans l'affaire de la gourde. Là encore, il parle avec suffisamment d'assurance pour ne plus laisser de place à l'ambiguïté. Ce qui apparaissait jusque-là comme une succession d'attaques inquiétantes se rassemble enfin autour d'un même responsable, d'une même volonté de faire céder Bianca. Chaque nouvel aveu renforce le piège, mais rend aussi la scène plus éprouvante. Bianca comprend qu'elle se trouve devant celui qui a méthodiquement cherché à l'effrayer, à perturber ses repères et à transformer l'institut en territoire hostile. Igor, lui, semble presque soulagé de pouvoir exprimer ouvertement ce qu'il considère comme une vengeance légitime. Le plus terrifiant survient lorsqu'il ne parle plus seulement du passé, mais de ce qu'il compte encore faire. Il annonce qu'il ne va pas s'arrêter. Son objectif est clair, poursuivre le harcèlement jusqu'à ce que Bianca quitte l'institut. Pour lui, il ne suffit donc pas de lui avoir fait peur. Il veut obtenir sa disparition complète de cet endroit. Cette déclaration révèle la profondeur de son obsession. Igor ne cherche pas une explication, une réparation ou même une confrontation ponctuelle. Il veut contrôler le quotidien de Bianca jusqu'à l'obliger à abandonner sa place. En quelques phrases, il confirme ainsi que les événements précédents n'étaient pas des actes isolés, mais les étapes d'une stratégie destinée à l'épuiser. Bianca sent l'émotion monter, mais tient encore. Plus Igor parle, plus le danger devient paradoxalement précis. Pendant des jours, elle a vécu avec une menace invisible et imprévisible. Maintenant, cette menace est devant elle, en train de décrire elle-même ce qu'elle a fait. Pour la première fois, la peur possède un visage, une voix et surtout des aveux impossibles à effacer. À quelques mètres de là, l'opération arrive au point prévu par Anouk. Le micro a rempli son rôle. Igor s'est dénoncé lui-même en croyant pouvoir intimider Bianca sans conséquence. Il ignore encore que Brassac dispose désormais exactement de ce qu'il lui fallait pour intervenir et que la colère qui devait faire plier sa victime vient en réalité de le condamner. Bianca, de son côté, ne sait pas combien de secondes elle devra encore tenir. Tout son corps lui demande probablement de sortir de cette pièce, mais elle reste face à Igor jusqu'au bout. Son courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il se manifeste au contraire dans le fait de continuer malgré cette peur, afin que ses propres paroles puissent enfin mettre un terme au cauchemar. C'est alors que l'équilibre bascule définitivement. Brassac intervient et Igor comprend trop tard ce qui vient de se produire. Ce qu'il croyait être une nouvelle occasion d'humilier Bianca était un piège préparé avec précision. Ses menaces, son aveu concernant le serpent, celui de la gourde et sa promesse de continuer sont désormais autant d'éléments qui se retournent contre lui. Brassac interpelle Igor en flagrant délit. L'homme qui, quelques instants plus tôt, parlait avec la certitude de pouvoir poursuivre son harcèlement perd soudain l'avantage qu'il pensait posséder. Bianca le regarde être arrêté, mais le soulagement ne vient pas immédiatement. Son corps est encore prisonnier de l'adrénaline et de tout ce qu'elle vient d'entendre. Brassac se tourne alors vers elle et lui dit qu'elle a été très courageuse. Ces quelques mots suffisent à briser la dernière résistance émotionnelle qu'elle maintenait depuis le début du face-à-face. Jusqu'ici, Bianca avait dû jouer, provoquer, écouter et tenir. Maintenant qu'Igor ne peut plus l'atteindre, elle n'a plus besoin de faire semblant d'être solide.
Elle éclate en sanglots et se réfugie dans les bras d'Anouk. Toute la peur accumulée, les photos, la gourde, le serpent, les menaces et cette impression permanente d'être observée semblent revenir d'un seul coup. Ces larmes ne sont pas seulement celles d'une victime effrayée, mais celles de quelqu'un qui vient enfin de voir son agresseur tomber. Pour Anouk, ce moment confirme aussi à quel point le plan était dangereux pour Bianca. La jeune femme a accepté de se replacer volontairement devant celui qui la terrorisait afin d'obtenir la preuve nécessaire. Maintenant que Brassac a arrêté Igor, elle peut enfin relâcher cette tension et comprendre que, cette fois, le danger n'est plus seulement identifié, il est réellement stoppé. Après l'arrestation d'Igor, Bianca reste longtemps incapable de retrouver un véritable calme intérieur. Le danger vient pourtant d'être neutralisé, mais son corps ne semble pas encore comprendre que la menace immédiate a disparu. Les aveux qu'elle vient d'entendre résonnent encore dans sa tête, notamment cette volonté froide de continuer jusqu'à ce qu'elle quitte l'institut. Dans les bras d'Anouk, Bianca laisse enfin tomber tout ce qu'elle retenait depuis plusieurs jours. Elle n'a plus besoin de surveiller ses réactions, de faire semblant de maîtriser la situation ou de chercher à anticiper le prochain coup. Pendant quelques instants, elle peut seulement accepter d'être épuisée, bouleversée et profondément marquée par ce qu'elle vient de traverser. Le compliment de Brassac prend alors une valeur particulière. Lorsqu'il lui dit qu'elle a été courageuse, il ne cherche pas seulement à la rassurer. Il reconnaît surtout le risque qu'elle a accepté de prendre pour permettre cette arrestation. Bianca a volontairement affronté celui qu'elle soupçonnait de la terroriser, avec la certitude qu'un mot de trop pouvait provoquer une réaction imprévisible. Cette fois, pourtant, Igor ne pourra plus se cacher derrière des soupçons ou des versions contradictoires. Il a reconnu le serpent, la gourde et ses menaces. Il a même affirmé clairement qu'il comptait poursuivre son harcèlement. En voulant montrer à Bianca qu'il conservait le pouvoir, il a finalement offert lui-même les éléments nécessaires à Brassac pour l'interpeller. Pour Bianca, ce renversement change profondément la manière dont elle peut regarder les derniers jours. Jusqu'ici, chaque événement semblait démontrer qu'Igor pouvait l'atteindre partout. Maintenant, celui qui cherchait à lui faire abandonner l'institut vient d'être arrêté grâce à un piège dans lequel elle a joué le rôle décisif. La peur n'est pas effacée, mais elle n'est plus toute puissante. Joséphine occupe également une place essentielle dans ce dénouement. Sans son observation devant l'institut, la voiture rouge serait peut-être restée un détail parmi tant d'autres. Elle a pourtant choisi d'écouter son intuition et de prévenir Bianca. Ce geste permet finalement de relier les comportements suspects d'Igor à ce qui arrivait depuis plusieurs jours. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette intervention de Joséphine. Peu auparavant, elle était encore en train de confronter Lou à ses sentiments pour Bianca et de mesurer l'étendue de ses propres blessures. Malgré cela, lorsqu'elle comprend que Bianca est réellement en danger, elle ne laisse pas leur rivalité sentimentale prendre le dessus sur la situation. Dans le même temps, la situation de Gary paraît presque secondaire face à la chute d'Igor, mais elle garde une importance particulière. Le jeune homme reste à l'institut, sans pour autant échapper aux conséquences de ses actes. Tessier a choisi de lui offrir une dernière chance, mais cette chance ressemble davantage à un sursis qu'à un véritable pardon. L'avertissement du directeur est sans équivoque. Gary sait désormais qu'il n'aura pas droit à une nouvelle erreur. Le stage avec l'équipe d'entretien devient ainsi une forme de rappel quotidien de ce qui s'est passé. Il devra travailler dans l'institut en assumant cette sanction, sous le regard de ceux qui savent qu'il a participé à une situation qui a profondément traumatisé Bianca. Anouk, en considérant Gary comme une victime lui aussi, avait introduit une nuance que Tessier n'aurait peut-être pas voulu entendre seul. Gary a commis des actes graves, mais il a également été pris dans une manipulation qui le dépassait. La décision de Bianca de ne pas porter plainte contribue finalement à permettre cette seconde chance strictement encadrée. Pendant ce temps, loin de cette affaire, Hector continue de réfléchir à ce qu'il a observé chez Nils. Leur rencontre en cuisine n'a rien eu d'un exercice prévu, et c'est précisément ce qui la rend révélatrice. Nils n'était pas venu pour démontrer quoi que ce soit. Pourtant, au contact des préparations, il a immédiatement montré une manière très instinctive de comprendre ce qu'il goûtait. Hector ne se laisse pas séduire par la personnalité de Nils au point d'oublier ses défauts. Il le trouve bordélique et peu fiable, deux caractéristiques qui pourraient devenir de véritables obstacles dans un environnement aussi exigeant que l'institut. Mais il refuse également d'ignorer ce qu'il a vu. Derrière cette apparente désinvolture se cache un potentiel qui mérite peut-être d'être exploré. Au coffee shop, Hector retrouve donc Nils avec une intention précise. Il ne cherche pas à le flatter ni à lui donner l'impression qu'il possède déjà toutes les qualités nécessaires. Au contraire, il lui expose une vision assez lucide de sa personnalité. Nils est désorganisé, il raconte n'importe quoi pour justifier ses absences et il manque encore de fiabilité.
Mais Hector ajoute aussitôt l'essentiel, Nils a du talent. Ce talent se manifeste de manière instinctive, sans qu'il cherche réellement à l'afficher. Il est capable de goûter, de comprendre et de proposer des idées avec une spontanéité que l'on ne peut pas simplement enseigner. Pour Hector, cette capacité suffit à justifier une tentative beaucoup plus sérieuse. Il lui remet alors un dossier d'inscription au concours d'entrée de l'Institut. Le geste surprend Nils, qui ne s'imaginait visiblement pas être considéré comme un candidat potentiel. Jusqu'ici, l'Institut appartenait pour lui à un univers qu'il regardait de l'extérieur, avec une certaine distance et surtout beaucoup d'ironie. Sa première réaction traduit immédiatement ce sentiment d'inadéquation. Nils rappelle qu'il n'a même pas le bac. À ses yeux, cette seule information suffit presque à rendre l'idée absurde. Il ne se voit pas correspondre aux profils attendus, encore moins à l'image qu'il se fait des candidats capables d'intégrer un établissement aussi sélectif. Avec son humour habituel, il explique qu'il ne coche aucune des cases nécessaires pour entrer dans la secte. Derrière cette formule moqueuse se cache pourtant une véritable hésitation. Nils préfère ridiculiser l'idée plutôt que reconnaître qu'elle le trouble. Accepter de considérer ce concours signifierait aussi accepter que quelqu'un ait vu en lui quelque chose qu'il ne s'accorde pas encore lui-même. Hector ne lui demande pas de devenir immédiatement quelqu'un d'autre. Il ne nie pas ses lacunes et ne transforme pas son talent en promesse irréaliste. Il lui montre simplement qu'un potentiel existe et qu'il peut choisir de l'ignorer ou d'essayer de le confronter aux exigences du concours. Pour Nils, cette proposition ouvre soudain une possibilité complètement inattendue. Ce contraste traverse ainsi toute cette journée. Bianca, après avoir cru qu'elle allait devoir quitter l'Institut à cause de la peur, vient de contribuer à faire arrêter celui qui voulait précisément l'enchasser. Nils, de son côté, qui se considère comme étranger à cet univers, reçoit une invitation à tenter d'y entrer officiellement. Deux trajectoires très différentes se croisent donc autour du même lieu. Pour Bianca, l'Institut redevient progressivement un espace qu'elle peut espérer se réapproprier. Pour Nils, il pourrait devenir un avenir qu'il n'avait jamais sérieusement envisagé. Et tandis qu'Igor quitte enfin le décor sous contrôle de Brassac, une autre histoire commence discrètement à se dessiner. Au lendemain de cette journée mouvementée, l'Institut semble retrouver une forme de respiration. Pourtant, pour Bianca, le calme n'est pas encore synonyme d'oubli. Même si Igor a été arrêté, les événements restent trop récents pour disparaître d'un simple coup. Les photos prises à son insu, la gourde, le serpent et les menaces continuent de former une succession d'images qu'elle devra encore apprivoiser. La différence, désormais, est essentielle. Bianca sait qui se cachait derrière cette peur. Pendant des jours, elle avait été condamnée à imaginer un ennemi capable de surgir n'importe où. À présent, Igor possède un visage, une voix, et surtout des aveux enregistrés. Cette certitude ne répare pas immédiatement ce qui a été brisé, mais elle lui permet enfin de sortir de l'incertitude. Elle peut aussi mesurer le chemin parcouru depuis le moment où elle avait quitté l'Institut pour se réfugier à l'hôtel Jourdain. Alors, la menace semblait contrôler tous ses gestes. Aujourd'hui, c'est elle qui a contribué à faire tomber celui qui voulait l'obliger à partir. En acceptant de porter le micro, Bianca a retourné contre Igor la certitude avec laquelle il croyait pouvoir la dominer. Son courage n'efface pas sa vulnérabilité. Lorsqu'elle s'est effondrée dans les bras d'Anouk après l'arrestation, ce n'était pas un signe de faiblesse, mais la conséquence naturelle d'une tension qu'elle avait contenue beaucoup trop longtemps. Pendant la confrontation, elle avait dû rester concentrée. Une fois Igor arrêté, toute cette maîtrise n'avait simplement plus de raison d'exister. Anouk devient ainsi l'un des soutiens les plus importants de cette résolution. C'est elle qui a imaginé le piège, utilisé le prétexte d'un entretien et construit les conditions permettant à Igor de se sentir suffisamment en confiance pour parler. Mais derrière la stratégie, elle reste aussi celle qui accueille Bianca lorsque la jeune femme n'arrive plus à contenir ses larmes. Brassac, de son côté, dispose maintenant des déclarations qu'il attendait. Igor ne s'est pas seulement compromis sur des actes passés. Il a également annoncé son intention de poursuivre Bianca jusqu'à ce qu'elle quitte l'Institut. Cette menace explicite montre que son objectif dépassait largement une vengeance ponctuelle. Il voulait installer chez elle une peur durable et prendre le contrôle de son quotidien. La chute d'Igor donne également un autre éclairage au rôle joué par Joséphine. Celle qui aurait pu choisir de rester en retrait à cause de son histoire compliquée avec Lou et Bianca a au contraire donné l'alerte dès qu'elle a identifié quelque chose de suspect. La voiture rouge observée devant l'Institut devient ainsi le détail qui permet de transformer une intuition en véritable piste. Cette intervention est d'autant plus marquante que Joséphine venait elle-même de recevoir une vérité douloureuse. Elle avait compris que Lou éprouvait déjà quelque chose pour Bianca avant leur remise en couple. Pourtant, face au danger réel,
elle n'a pas laissé cette blessure décider de ses actes. Son réflexe a été de prévenir Bianca plutôt que de détourner le regard. Quant à Lou, la conversation avec Joséphine l'oblige à assumer ce qu'il aurait préféré ne pas lui infliger. Il reconnaît qu'elle ne méritait pas ce qui s'est passé. Derrière ses excuses se trouve une réalité difficile. Ses sentiments pour Bianca existaient déjà lorsqu'il avait tenté de reconstruire quelque chose avec Joséphine, rendant leur réconciliation beaucoup plus fragile qu'elle ne l'imaginait. Bianca elle-même ne sait toujours pas exactement quoi faire de ce lien. Devant Ninon, elle a admis que Lou pouvait l'énerver tout en restant quelqu'un dont elle avait énormément de mal à s'éloigner. Cette contradiction demeure intacte. La fin du harcèlement d'Igor ne résout donc pas automatiquement les blessures sentimentales qui existent entre eux. Dans un autre registre, Gary reste lui aussi confronté aux conséquences de ses choix. Son maintien à l'institut ne constitue pas une victoire. Tessier lui laisse simplement une dernière possibilité, assortie d'un avertissement qui ne souffre aucune interprétation. Le moindre nouvel écart pourra provoquer son départ définitif, et son stage auprès de l'équipe d'entretien lui rappellera quotidiennement cette limite. Marc et Anouk ont contribué à éviter son renvoi en soulignant qu'il avait lui aussi été pris dans une manipulation. Mais cette circonstance ne l'exonère pas. Gary devra désormais montrer par ses actes qu'il comprend réellement ce qui s'est produit. La décision de Bianca de ne pas porter plainte lui offre une marge de reconstruction qu'il ne pourra pas gaspiller. Pendant ce temps, une intrigue plus légère mais potentiellement décisive se dessine autour de Nils. Quelques suggestions lancées presque spontanément en cuisine ont suffi à convaincre Hector qu'il possède quelque chose de rare. Nils n'est ni discipliné ni particulièrement fiable, mais son instinct culinaire apparaît suffisamment évident pour que le chef refuse de laisser ce talent sans réponse. En lui apportant un dossier d'inscription au concours, Hector ne lui promet rien. Il lui tend simplement une porte qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir franchir. Nils répond immédiatement qu'il n'a même pas le bac et qu'il ne correspond à aucun des critères. Comme souvent, il préfère transformer son malaise en humour et qualifie l'institut de « secte ». Mais derrière cette plaisanterie, une question nouvelle apparaît. Si Hector, malgré son expérience, estime que Nils mérite de tenter sa chance, peut-être que le jeune homme se trompe lui-même sur ce dont il est capable. Son manque de cadre reste évident, tout comme son goût pour les excuses improvisées, mais son talent instinctif vient de recevoir une reconnaissance inattendue. Ainsi, cette journée se termine sur deux mouvements opposés. Bianca, que quelqu'un voulait chasser de l'institut par la peur, retrouve progressivement la possibilité d'y rester sans subir une menace invisible. Nils, qui se voyait totalement extérieur à cet univers, découvre au contraire qu'une place pourrait peut-être l'y attendre s'il accepte de tenter sa chance. Et surtout, Igor a perdu ce qu'il croyait contrôler. En menaçant Bianca, en revendiquant le serpent et la gourde, puis en jurant qu'il continuerait jusqu'à son départ, il pensait encore lui imposer sa volonté. Mais il ignorait que chaque mot était entendu. Bianca n'a pas quitté l'institut. C'est Igor qui en est sorti sous le contrôle de Brassac.